Ma fille a coupé tout contact avec moi pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, j'ai continué à payer son loyer, ses études, sa voiture. En silence, par l'intermédiaire d'un ami, comme si je n'existais pas. Jusqu'au jour où j'ai publié une photo sur Internet. Et en quelques heures, elle frappait à ma porte. Ce que j'ai fait ce soir-là a tout changé. Pour nous deux. Bonjour, je m'appelle Françoise. Et bienvenue sur cette page. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous maintenant. Les histoires que je partage sont vraies, profondes, et elles parlent de choses que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. Laissez un like si vous vous sentez concerné, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Maintenant, installez-vous. Cette histoire commence en 2017, et elle ne ressemble à rien de ce que vous imaginez. Il y a des nuits où le silence pèse plus lourd que n'importe quelle parole. Des nuits où vous restez assise dans votre cuisine, les mains autour d'une tasse de café qui a refroidi depuis longtemps, et vous regardez le mur comme s'il allait vous répondre. C'était une de ces nuits-là. Lyon, novembre 2017. J'avais 53 ans, une entreprise que je dirigeais seule depuis la mort de Bernard, et une fille qui venait de me dire des choses qu'aucune mère ne devrait jamais entendre. Je n'avais pas pleuré, je n'avais pas crié, je n'avais rien dit du tout. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvée, ou qui a tout compliqué. Je ne sais pas encore. Élise avait 29 ans ce soir-là. Elle était belle, intelligente, et elle portait une colère si ancienne, si profonde, qu'elle ne savait plus très bien à qui elle appartenait. Depuis la mort de son père, 2 ans plus tôt, elle avait commencé à me rendre responsable de tout. De sa mort à lui, d'abord. Bernard était mort d'un infarctus foudroyant un mardi matin de mars 2015 dans notre cuisine, debout, en train de préparer son café. Les médecins avaient été clairs. C'était génétique, imprévisible, impossible à anticiper. Mais pour Élise, les médecins avaient tort. Et j'avais raison d'être coupable. Elle en avait décidé ainsi. Et rien de ce que je disais ne changeait quoi que ce soit. Ce soir de novembre, elle était venue chez moi pour une de ces conversations qui ne menaient jamais nulle part. Je les reconnaissais maintenant avant même qu'elle commence, à la façon dont elle posait son sac, dont elle évitait mon regard en entrant, dont ses mâchoires se serraient imperceptiblement. J'avais essayé quand même. « Élise, assieds-toi. Parlons vraiment cette fois. » Elle avait ricané, un son bref, sans humour. « Parler. Tu veux toujours parler, toi. » Comme si les mots allaient changer ce que tu as fait. Je lui avais demandé, pour la 100e fois, ce que j'avais fait exactement. Et pour la 100e fois, elle avait ouvert les bras comme si la réponse était tellement évidente qu'elle n'avait pas besoin d'être formulée. Tu as étouffé papa. Tu l'as étouffé toute sa vie. Ton contrôle, tes exigences, ton besoin que tout soit parfait, tu lui as rongé le cœur de l'intérieur. Voilà ce que tu as fait. J'avais senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus douloureux. Parce qu'il y avait des moments, dans mes nuits les plus sombres, où je me posais moi-même cette question. Où je cherchais, dans notre histoire à Bernard et moi, un moment où j'aurais pu faire autrement. Mais je me souvenais aussi. Je me souvenais des matins où je me levais à 5 heures pour préparer le petit déjeuner d'Élise avant l'école. Des sacrifices financiers pour lui offrir la meilleure éducation possible. De l'amour que Bernard et moi avions mis dans chaque décision, même les imparfaites. Alors quand Élise avait continué, quand elle avait dit que mes échecs avaient causé les siens, que mes erreurs avaient sabordé ses relations, que mon ombre pesait sur chaque aspect de sa vie ratée, j'avais écouté, en silence, comme d'habitude. Parce que chaque fois que j'essayais de répondre, ça empirait. Elle élevait la voix, devenait cruelle, puis partait en claquant la porte avant que quoi que ce soit résolu. Ce soir, j'avais décidé de ne pas intervenir, de la laisser aller jusqu'au bout, de voir jusqu'où irait cette colère qui se nourrissait d'elle-même depuis 2 ans. Elle était allée très loin. Tu sais ce que tu es, maman? Tu es un fardeau trop lourd. J'aurais dû partir bien avant. J'aurais dû couper les ponts il y a des années. J'avais ouvert la bouche. Elle ne m'en avait pas laissé le temps. Et ne compte pas sur moi quand tu seras vieille. Tu vas tomber malade, tu vas avoir besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce ne sera pas moi. Je ne vais pas gâcher ma vie à m'occuper d'une vieille femme malade. Tu as compris?
Je vais profiter de ma vie. Sans toi. Elle avait pris son sac. Elle s'était dirigée vers la porte. Et là, sur le seuil, sans se retourner, elle avait ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, ne te fatigue pas à demander à Gilles de continuer à faire le coursier. Je sais très bien que c'est toi qui envoies tout. Ça ne change rien. Je prends l'argent parce que tu me le dois. Mais ne crois pas que ça achète quoi que ce soit entre nous. La porte s'était fermée. Et moi, je n'avais pas bougé. Je m'étais assise lentement sur la chaise la plus proche, les jambes soudain très lourdes. Elle savait. Elle avait toujours su que c'était moi. Elle prenait mon argent en sachant que c'était moi. Elle prenait mon argent, me traitait de fardeau et considérait que c'était normal. Que je lui devais cela. Cette pensée avait tourné dans ma tête toute la nuit. Pas avec rage, avec une tristesse froide, méthodique, qui ressemblait moins à de la douleur qu'à une prise de conscience. Je me souvenais d'une phrase que Bernard aimait répéter. On ne peut pas forcer quelqu'un à te respecter, Françoise, mais on peut décider combien de temps on accepte de vivre sans ce respect. Il avait dit ça pour une situation professionnelle, il y a des années. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait sa voix, dans ma tête, qui me guiderait la nuit où ma propre fille m'aurait dit que je lui devais tout et ne valais rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et au matin, quelque chose avait changé en moi. Pas de manière spectaculaire, pas avec des larmes ni des résolutions dramatiques. Simplement, une clarté. Une décision qui n'était pas encore formulée en mots, mais qui était déjà là, solide, dans ma poitrine, là où la douleur avait été la veille. Le lendemain matin, je me suis levée à 6 heures. Pas parce que j'avais dormi, je n'avais presque pas fermé les yeux, mais parce que rester allongée dans le noir, à regarder le plafond, était devenu insupportable. Je me suis fait un café, je me suis assise à la même table où j'étais restée pétrifiée la veille, et j'ai regardé Lyon se réveiller par la fenêtre. Les lumières qui s'allumaient une à une dans les immeubles d'en face, les premiers bus, un homme qui promenait son chien sous la pluie fine de novembre, le col relevé, pressé d'en finir. La vie continuait. Elle continuait toujours, indépendamment de ce qu'on ressentait à l'intérieur. J'ai pensé à Bernard. Je pensais souvent à lui dans ces moments-là. Pas avec la douleur aiguë des premiers mois après sa mort, mais avec cette tendresse mélancolique qui s'installe quand on a accepté l'absence sans pour autant s'y être habitué. Bernard était un homme calme, solide, avec une façon de regarder les problèmes qui m'avait toujours impressionné. Il ne réagissait jamais à chaud. Il observait. Il réfléchissait. Et ensuite, il agissait avec une précision qui pouvait sembler froide de l'extérieur, mais qui venait en réalité d'une profonde conviction que les décisions prises dans l'émotion coûtaient toujours plus cher que celles prises dans la lucidité. Je me demandais ce qu'il aurait pensé de la situation, ce qu'il aurait dit, lui, en entendant les mots qu'Élise m'avait lancés la veille. Je connaissais la réponse. Il n'aurait rien dit tout de suite. Il aurait attendu que je parle en premier. Et quand j'aurais fini, il m'aurait regardé avec ce calme qui m'agaçait parfois. Et il aurait dit « Qu'est-ce que tu veux faire, Françoise ?» Pas ce que tu dois faire, ce que tu veux faire. C'était toujours sa question. Pas le devoir, la volonté. Ce que moi, Françoise, je voulais vraiment. Et cette question-là, cette nuit-là, avait une réponse que je n'avais jamais osé formuler clairement. Je voulais arrêter. Arrêter de payer. Arrêter de subventionner une vie dans laquelle je n'existais que comme une dette. Arrêter d'être le fardeau de quelqu'un qui me traitait de fardeau. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Gilles. Il était 7 heures du matin. Gilles se levait tôt. Il avait toujours été ainsi, même du temps où il travaillait avec Bernard dans l'entreprise. Il a décroché à la 2e sonnerie et sa voix avait cette texture un peu rauque du matin qui m'a rappelé des dizaines de réunions auxquelles nous avions tous assisté ensemble. Bernard, lui et moi, dans une autre vie. Françoise. Il s'est passé quelque chose ? Je lui ai raconté. Pas tout, juste l'essentiel. Les mots d'Élise, la porte claquée, et surtout, ce qu'elle avait dit en partant. Qu'elle savait que c'était moi derrière les virements. Qu'elle prenait l'argent parce qu'elle considérait que je le lui devais. Gilles a gardé le silence un moment, puis « Elle t'a dit ça ». Ce n'était pas une question, c'était la confirmation d'une chose qu'il avait peut-être pressentie depuis longtemps. « Gilles, je veux que tu lui envoies un message. De ma part, avec mon nom cette fois. Écris-lui ceci. Organise-toi.
parce que dans 2 mois, les ressources vont s'arrêter. Il y a eu un silence. Tu es sûr? J'ai regardé la fenêtre. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil pâle traversait les nuages et tombait exactement sur la tasse de café devant moi. Oui, je suis sûr. Gilles a répondu qu'il allait le faire dans la journée. Avant de raccrocher, il a ajouté quelque chose à voix basse, comme s'il parlait autant pour lui que pour moi. « Bernard serait fier de toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché et je suis resté immobile une longue minute, les yeux sur le rayon de soleil qui disparaissait déjà derrière un nuage. Le message est arrivé à Élise ce soir-là. Je le sais parce que Gilles me l'a confirmé. Ce que je sais aussi, et que j'ai appris bien plus tard, c'est qu'Élise a lu ce message, a eu un petit rire et a envoyé une réponse à une amie. Ma mère essaie de me faire peur. Elle ne ferait jamais ça. Elle est trop faible, trop coupable, c'est du bluff. Voilà ce qu'elle pensait de moi. Faible, coupable, incapable de tenir une décision qui lui déplaisait. Et la vérité, cette vérité qui me brûle encore aujourd'hui quand j'y pense, c'est qu'elle n'avait pas complètement tort. Pendant des années, j'avais été exactement cette femme-là. Celle qui cède, celle qui paie, celle qui absorbe l'ingratitude et recommence le lendemain matin comme si de rien n'était. Elle m'avait observé pendant 29 ans. Elle me connaissait. Ou plutôt, elle croyait me connaître. Les 2 mois ont passé. J'avais posé une date dans ma tête, précise, irrévocable. Le 1er jour du 2e mois, suivant mon appel à Gilles, les virements s'arrêteraient. Pas progressivement. Pas avec un nouveau message d'avertissement. Simplement, ils s'arrêteraient. J'avais prévenu. C'était suffisant. Pendant ces 2 mois, j'ai continué à travailler, à gérer l'entreprise, à vivre. Et j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Réfléchir à moi. Pas à Élise, pas à Bernard. À moi, Françoise, 53 ans, seule dans un appartement trop grand pour une personne, avec un corps que j'avais négligé depuis trop longtemps et une vie intérieure que j'avais mise entre parenthèses au nom du deuil, de la culpabilité et de l'amour maternel mal orienté. C'est dans ce contexte qu'une phrase a ressurgi. Les mots d'Élise, cette nuit de novembre, « Tu vas tomber malade, et je ne m'occuperai pas d'une vieille femme malade. » J'avais mis du temps à comprendre pourquoi cette phrase-là, parmi toutes les autres, refusait de partir. Ce n'était pas la cruauté qui me dérangeait. J'avais appris à vivre avec la cruauté d'Élise. C'était autre chose. C'était l'image qu'elle avait de moi. Vieille, malade, dépendante. Une femme qui allait se dégrader, se recroqueviller, finir ses jours à attendre que quelqu'un veuille bien s'occuper d'elle. Est-ce que c'était ainsi qu'elle me voyait? Est-ce que c'était ainsi que je me voyais moi-même, sans m'en rendre compte? J'ai regardé dans le miroir de ma salle de bain un matin de janvier 2018. Vraiment regardé. Pas le regard rapide et distrait que l'on pose sur soi en se brossant les dents. Un regard long, honnête, sans complaisance. J'avais 53 ans. J'étais fatiguée. Pas seulement physiquement, fatiguée de l'intérieur, avec cette lassitude qui s'accumule quand on donne trop et qu'on ne se donne rien. Mais sous cette fatigue, il y avait autre chose, une solidité, une résistance, quelque chose qui avait survécu à la mort de Bernard, aux années de silence d'Élise, aux doutes et aux nuits sans sommeil. Quelque chose qui refusait de se laisser réduire à l'image d'une vieille femme malade qui attend. Ce matin-là, j'ai pris une 2e décision. La première avait été d'arrêter les virements. La 2e était différente, plus personnelle, plus profonde et d'une certaine façon, plus courageuse. J'allais prendre soin de moi. Vraiment. Pas par vanité. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Du moins, c'est ce que je me disais. J'allais le faire pour moi. Pour cette femme dans le miroir qui méritait mieux que d'être lentement effacée par la culpabilité et l'abandon. Le gymnase s'appelait Force Vive. C'était une salle de sport sérieuse, sans fioritures, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Pas le genre d'endroit où l'on vient pour être vu, mais le genre d'endroit où l'on vient pour travailler. Des barres, des poids, des miroirs sans pitié, et une odeur de caoutchouc et d'effort qui imprégnait tout.
J'y suis entrée pour la première fois un lundi matin de février 2018 avec mes chaussures de sport que je n'avais pas portées depuis 3 ans et une gêne diffuse, comme si j'étais en train de faire quelque chose d'inapproprié pour mon âge. La réceptionniste m'a tendu un formulaire d'inscription sans lever les yeux. Personne ne m'a regardé de travers. Personne ne m'a demandé ce que je faisais là. Le monde ne s'était pas arrêté de tourner parce qu'une femme de 53 ans avait décidé de prendre soin d'elle. C'était rassurant, d'une façon que je n'avais pas anticipée. C'est lors de cette première visite que j'ai rencontré Raphaël. Il avait une trentaine d'années, des épaules larges, une façon de se déplacer dans la salle qui trahissait des années de pratique et un carnet noir qu'il portait partout avec lui comme d'autres portent leur téléphone. Il m'a été présenté par le responsable de la salle comme le meilleur coach disponible, spécialisé dans les programmes pour les femmes de plus de 50 ans. « J'ai plusieurs clientes dans votre tranche d'âge », m'a-t-il dit lors de notre premier entretien, assis en face de moi dans le petit bureau vitré au fond de la salle. Les résultats sont souvent spectaculaires parce que la discipline et la motivation des femmes qui commencent à votre âge dépassent généralement celles des plus jeunes. Elles savent pourquoi elles sont là. Je lui avais demandé ce qu'il entendait par là. Il avait souri, un sourire direct, sans condescendance. Les jeunes viennent souvent pour l'apparence. Les femmes de votre génération viennent pour quelque chose de plus profond. Et ça change tout. Je ne lui avais pas dit pourquoi j'étais là, pas ce jour-là. Je lui avais dit que je voulais être en meilleure santé, plus forte, plus résistante. C'était vrai, mais c'était incomplet. La vraie raison était gravée dans ma mémoire avec la précision d'une lame, une voix sur le seuil d'une porte, un soir de novembre, qui m'avait dit que j'allais devenir vieille et malade et que personne ne voudrait s'occuper de moi. Cette voix, je ne l'avais pas oubliée. Je ne l'oublierai peut-être jamais. Mais au lieu de la laisser me paralyser, j'avais décidé d'en faire du carburant. Raphaël ne savait pas encore qu'il entraînait une femme qui avait quelque chose à prouver, pas au monde entier, mais à elle-même d'abord, et à une seule autre personne ensuite. Les premières semaines ont été difficiles. Mon corps n'était pas habitué à cet effort, et il me le faisait savoir chaque matin avec des courbatures qui rendaient le simple fait de descendre les escaliers une expérience humiliante. Raphaël ajustait les charges, surveillait ma posture, corrigeait mes mouvements avec une patience méthodique qui ne ressemblait jamais à de la pitié. Vous avez mal parce que vous travaillez. La douleur qui construit est différente de la douleur qui détruit. Apprenez à les distinguer. J'apprenais, lentement, puis de moins en moins lentement. Mon corps commençait à répondre différemment, plus fort, plus stable, avec une énergie au réveil que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je dormais mieux, je mangeais différemment, guidée par les conseils nutritionnels de Raphaël. Et quelque chose d'inattendu se produisait. Je commençais à habiter mon corps d'une façon nouvelle, à le considérer non plus comme un contenant vieillissant, mais comme un outil que je pouvais affiner, renforcer, transformer. Pendant ce temps, les virements avaient cessé. Exactement à la date que j'avais fixée, sans un mot supplémentaire, sans un appel de ma part. J'avais tenu ma parole. Et Élise, je l'apprendrai plus tard, par bribes, par recoupement, avait été stupéfaite. Non pas triste, non pas désolée, stupéfaite. Comme si une loi de la nature avait été violée. Comme si la gravité avait soudainement cessé de fonctionner. Sa mère, cette femme qu'elle avait cataloguée comme faible et coupable, avait réellement arrêté. Et son premier réflexe n'avait pas été de m'appeler. Son premier réflexe avait été de contracter un emprunt. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous êtes encore là. La suite va vous surprendre. J'imagine la scène, même si je n'y étais pas. Élise dans une agence bancaire parisienne, signant des papiers avec ce mélange d'arrogance et d'anxiété qu'elle savait si bien dissimuler sous une surface lisse. Elle avait l'habitude de paraître sûre d'elle. C'était une de ses forces et une de ses faiblesses simultanément. Elle avait convaincu le conseiller que sa situation était temporaire, que ses revenus allaient se régulariser, que c'était juste une question de semaines. Elle croyait probablement elle-même à ce qu'elle disait. Élise avait toujours eu une capacité remarquable à se raconter des histoires suffisamment convaincantes pour y croire vraiment. C'était peut-être là, quelque part, une chose que je lui avais apprise sans le vouloir. Cette façon de tenir debout en se construisant une version des événements qui rendait la réalité supportable.
Mais la réalité, elle, n'attendait pas. Les mois passaient. Les dettes s'accumulaient. Et moi, à Lyon, je soulevais des poids, je modifiais mon alimentation. Je dormais 8 heures par nuit pour la première fois depuis des années. Et je regardais mon corps se transformer avec quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de la fierté. Une fierté tranquille, sans public, sans validation extérieure. Juste moi et le miroir de la salle Force Vive, un matin sur deux, constatant que la femme qui me regardait en face était différente de celle qui était entrée ici 8 mois plus tôt. Plus droite, plus dense, plus présente. C'est à l'automne 2018 que Raphaël m'a parlé du championnat pour la première fois. Nous étions en fin de séance, je reprenais mon souffle après une série particulièrement exigeante, et il m'a regardé avec cette expression concentrée qu'il avait quand il évaluait non pas mes muscles, mais quelque chose de plus difficile à mesurer. « Françoise, est-ce que vous avez déjà pensé à la compétition ?» J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai ri, un rire court, essoufflé. La compétition, à mon âge. Il n'a pas ri. Il existe une catégorie pour les athlètes de 60 ans et plus. Vous aurez 60 ans dans 2 ans. Les résultats que vous obtenez sont objectivement exceptionnels pour votre profil. Et je ne dis pas ça pour vous flatter. Je l'ai regardé. Il était sérieux, entièrement sérieux. J'ai mis 3 semaines à lui donner ma réponse. 3 semaines pendant lesquelles j'y ai pensé chaque matin en me levant, chaque soir en m'endormant. Une compétition de culturisme pour les plus de 60 ans. Moi, Françoise, qui avait passé 30 ans à s'occuper d'une famille, d'une entreprise, d'une fille ingrate et d'un deuil interminable. Moi, sur une scène, sous des projecteurs, avec un corps que j'avais construit de mes propres mains et de ma propre volonté. L'idée me semblait absurde. Et précisément parce qu'elle me semblait absurde, je savais que je devais dire oui, parce que toute ma vie, j'avais reculé devant les choses qui me semblaient trop grandes pour moi, et regardé où ça m'avait menée, assise dans une cuisine froide, à écouter ma fille me dire que j'étais un fardeau. Le jour où j'ai rappelé Raphaël pour lui dire oui, il a gardé le silence une seconde, puis il a dit simplement « Bien, on commence demain. Ça va être long, ça va être dur, et vous ne regretterez pas. » Nous avions 2 ans devant nous, 2 ans pour préparer un corps, une discipline, une présence sur scène. 2 ans pendant lesquels Élise, à Paris, continuait à vivre sa vie sans savoir que sa mère, à Lyon, était en train de devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait pas. Les 2 années de préparation pour le championnat ont été les plus intenses de ma vie d'adulte. Et je dis cela en ayant vécu la mort de mon mari, la création d'une entreprise à partir de rien, et 7 ans de silence avec ma propre fille. Mais il y a quelque chose de particulier dans la discipline physique extrême, quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre avant de le vivre. Quand vous poussez votre corps au-delà de ce qu'il croit pouvoir faire, quelque chose se modifie aussi à l'intérieur. Pas de manière poétique ou abstraite, de manière très concrète, très chimique presque. Vous découvrez que la limite que vous pensiez voir n'était pas une limite, c'était une habitude. Et les habitudes, contrairement aux limites, peuvent être défaites. Raphaël avait structuré ma préparation avec une rigueur que je n'avais pas anticipée. 5 séances par semaine, chacune d'une durée de 2 heures minimum. Un programme nutritionnel établi avec une diététicienne spécialisée en performance sportive, une certaine docteur Vidal, qui m'avait regardé lors de notre première consultation avec la même expression que les gens ont quand ils ne savent pas encore s'ils doivent vous admirer ou vous plaindre. Des bilans médicaux trimestriels pour surveiller le cœur, les articulations, la densité osseuse. À votre âge, on ne joue pas avec certaines choses, m'avait dit Raphaël. On les respecte, et en les respectant, on les dépasse. Il avait raison. Chaque trimestre, les résultats étaient meilleurs. Chaque trimestre, le médecin qui suivait mon dossier, le docteur Renard, prenait un air légèrement incrédule en lisant mes analyses et finissait par dire, avec cette retenue typiquement médicale, « Tout est excellent, Françoise. Continuez ce que vous faites. » Je continuais. Je continuais les jours où je me réveillais avec les muscles si douloureux que poser les pieds par terre était un effort conscient. Je continuais les soirs où je rentrais à la maison épuisée, mangeais en silence et m'endormais avant 22 heures comme une enfant. Je continuais les matins de doute,
Ceux où je me regardais dans le miroir et où la voix intérieure, cette voix traîtresse qui ressemblait parfois étrangement à celle d'Élise, me disait que tout ça était ridicule, que j'étais trop vieille, que personne ne prenait une femme de 55, 56, 57 ans au sérieux dans ce genre de compétition. Et puis je pensais à cette nuit de novembre 2017, à cette phrase sur le seuil de ma porte, et je remettais mes chaussures. Pendant ce temps, la vie d'Élise à Paris suivait une trajectoire que je ne connaissais pas dans le détail, mais dont je devinais les contours. Gilles me donnait parfois des nouvelles indirectes, non pas parce que je lui demandais, mais parce qu'il avait des contacts dans les cercles professionnels parisiens, et qu'Élise n'avait jamais vraiment compris à quel point Lyon et Paris étaient le petit quand on connaissait les bonnes personnes. Elle avait terminé sa licence de droit, mais n'avait jamais trouvé de stage convenable, en partie parce qu'elle cherchait le poste parfait avant d'avoir les compétences pour l'obtenir, en partie parce que son attitude lors des entretiens laissait une impression mitigée chez ceux qui la recevaient. Elle avait enchaîné de petits emplois qu'elle quittait rapidement, toujours pour une bonne raison, toujours à cause de quelqu'un d'autre. Les dettes, elles, ne quittaient pas. Elles s'accumulaient avec la régularité silencieuse de l'eau qui monte. Un deuxième emprunt pour couvrir le premier. Une carte de crédit utilisée au maximum. Des retards de loyer que le propriétaire acceptait encore, pour l'instant, parce qu'Élise savait être persuasive quand elle en avait besoin. Elle avait toujours cette capacité de convaincre les gens que la situation était temporaire, que tout allait se résoudre, qu'elle était quelqu'un de sérieux traversant une période difficile. Et peut-être que les gens la croyaient parce qu'ils voulaient la croire, ou peut-être parce qu'elle se croyait elle-même. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'orgueil peut être une chose magnifique quand il vous pousse en avant, et une chose dévastatrice quand il vous empêche de voir la réalité en face. Ce qui me frappait dans tout ça, c'était l'absence. Non pas l'absence d'Élise dans ma vie. J'avais appris à vivre avec ça, durement, mais réellement. Ce qui me frappait, c'était l'absence de remords. 7 ans. 7 ans sans un appel, sans un message, sans même un geste vers une réconciliation. 7 ans pendant lesquels elle avait accepté mon argent, dépensé mon argent, exigé plus d'argent, et n'avait jamais une seule fois dit « Peut-être que j'ai été injuste, peut-être que ma mère ne mérite pas ça ». Je ne savais pas si cette absence de remords venait d'une vraie conviction ou d'une peur trop grande de regarder en face ce qu'elle avait fait. Les deux, probablement. Les êtres humains sont rarement simples dans leur tort. L'année de mes 59 ans, Raphaël m'a annoncé que le championnat régional de la catégorie 60 ans et plus aurait lieu en novembre 2024, à Lyon. « C'est parfait », m'a-t-il dit. « Vous aurez eu le temps de finaliser votre préparation, et ça se passe ici. Vous connaissez la salle, vous connaissez le public. » Je lui avais demandé si je pouvais gagner. Il avait réfléchi, vraiment réfléchi, sans me donner une réponse facile. « Vous pouvez gagner, mais ce n'est pas la bonne question. » Je l'avais regardé. La bonne question, c'est « Est-ce que vous serez fier de ce que vous aurez construit, quel que soit le résultat ?» Et à ça, la réponse est oui, sans hésitation. J'avais gardé le silence un moment. « Les deux ?» avais-je finalement dit. « Je veux les deux. » Il avait souri. « Alors travaillons pour les deux. » Les 12 derniers mois avant le championnat ont été d'une intensité différente des années précédentes. Plus ciblés, plus précis, avec une attention portée non seulement à la force, mais à la présentation, à la posture sur scène, à cette façon de tenir son corps devant des juges et un public qui évalue en quelques secondes ce que vous avez mis des années à construire. Raphaël m'avait fait travailler devant un miroir pendant des heures, pas par vanité, mais parce que la compétition de culturisme est autant une question de présence que de physique. Vous devez habiter chaque centimètre de ce corps, m'avait-il dit. Les juges ne voient pas seulement les muscles, ils voient si vous croyez en ce que vous montrez. Je croyais. C'était peut-être la première fois de ma vie adulte que je croyais vraiment en quelque chose que je faisais uniquement pour moi. C'est aussi à cette période que j'ai ouvert une page sur une plateforme de partage. Amélie, mon assistante à l'entreprise, une femme de 38 ans avec une énergie communicative et une maîtrise des réseaux sociaux que j'admirais sans la comprendre tout à fait, m'avait encouragée depuis des mois. « Françoise, votre parcours mérite d'être raconté. Les femmes de votre âge ont besoin de voir que c'est possible. »
J'avais résisté longtemps. Je n'aimais pas l'idée de me mettre en avant, de partager ma vie avec des inconnus, de prêter le flanc aux commentaires de gens qui ne me connaissaient pas. Mais quelque chose avait changé dans ma façon de penser l'exposition. Je n'avais plus peur d'être vue. Et peut-être, je me l'avouais difficilement, peut-être qu'une partie de moi savait que cette page, un jour, serait vue par quelqu'un en particulier. J'avais posté les premières photos avec prudence. Des clichés de la salle, une image de mes mains sur une barre, un selfie après une séance, les cheveux mouillés, le visage rouge d'effort, avec une légende sobre, 2 ans de travail, je continue. Les réactions avaient été immédiates et inattendues. Des femmes que je ne connaissais pas m'écrivaient pour me dire que ma démarche les inspirait. Des messages de Lyon, de Paris, de Marseille, de Bruxelles, des femmes de 50 ans, de 60 ans, de 65 ans qui me disaient qu'elles avaient besoin de voir ça. Une femme de leur génération qui refusait de se laisser définir par l'âge ou par l'opinion des autres. Je lisais ces messages le soir, dans mon salon, avec une émotion que je ne savais pas très bien nommer. Ce n'était pas de la fierté exactement. C'était quelque chose de plus doux et de plus solide à la fois. La sensation d'être utile d'une façon que je n'avais pas planifiée, d'avoir construit quelque chose qui dépassait ma propre histoire. Le jour du championnat est arrivé un samedi de novembre 2024, avec ce froid sec et lumineux que Lyon réserve parfois à l'automne tardif. Un ciel d'un bleu presque irréel, l'air qui pique les joues, les feuilles mortes qui crissent sous les semelles sur les trottoirs du quartier de Gerland. Je me suis levée à 4h30 du matin. Pas à cause d'une alarme, mon corps s'était réveillé seul, comme s'il savait. Je suis restée allongée quelques minutes dans le noir, à écouter le silence de l'appartement, à sentir dans chaque muscle de mon corps la densité de ce que les 6 années précédentes avaient construit. Puis je me suis levée, j'ai préparé le petit déjeuner prescrit par la docteure Vidal pour les jours de compétition, et je me suis assise à la table de la cuisine. La même table, la même chaise, la même fenêtre sur Lyon qui s'éveillait lentement. Mais je n'étais plus la même femme. Raphaël m'attendait à la salle à 6h. Il était déjà là quand je suis arrivée, son carnet noir sous le bras, 2 cafés dans les mains. Il m'en a tendu un sans un mot. Nous avons bu en silence pendant quelques minutes, debout dans le couloir des vestiaires, pendant que d'autres athlètes commençaient à arriver. Des femmes pour la plupart, certaines que je connaissais de vue pour les avoir croisées lors des épreuves préliminaires des mois précédents, d'autres que je voyais pour la première fois. Il y avait parmi elles une femme de Grenoble, Odette, 62 ans, ancienne coureuse de fond reconvertie au culturisme, qui avait une réputation solide dans la catégorie et que Raphaël m'avait présentée comme ma principale concurrente. Je l'avais observée lors des épreuves qualificatives. Elle était impressionnante, méthodique, précise, avec une maîtrise de sa présentation sur scène qui venait clairement d'années d'expérience. Je n'avais pas cherché à l'intimider, ni à l'éviter. Nous nous étions salués avec le respect direct que les athlètes se portent mutuellement quand elles savent ce que l'autre a traversé pour être là. « Comment vous sentez-vous » m'a finalement demandé Raphaël en posant son café vide sur le rebord d'une étagère. Je lui ai dit la vérité. Calme. Ce qui est peut-être ce que j'aurais dû ressentir depuis longtemps dans d'autres domaines de ma vie. Il a hoché la tête sans commenter. C'était une des choses que j'appréciais chez lui. Il n'avait jamais cherché à psychanalyser mes motivations profondes, même s'il les avait probablement devinées depuis longtemps. Il respectait la frontière entre le coach et le confident, et cette frontière m'avait permis de travailler sans avoir l'impression d'être étudié. La préparation de la matinée a été rituelle, précise, presque méditative. L'échauffement progressif. L'application du produit bronzant de compétition qui donnait à la peau cette teinte dorée destinée à faire ressortir la définition musculaire sous les projecteurs. Le choix du costume de scène, un ensemble bleu nuit que j'avais sélectionné avec Amélie 3 semaines plus tôt, sobre et net, qui ne cherchait pas à faire plus jeune, mais qui affirmait exactement ce que j'étais. Pendant que Raphaël finalisait les derniers réglages, Amélie est arrivée avec son matériel photo. Elle était lumineuse ce matin-là, avec cette excitation contenue des gens qui savent qu'ils sont en train d'assister à quelque chose d'important. « Je suis tellement fière de vous », m'a-t-elle dit en me serrant brièvement les mains. Je lui avais souri. « Attendez le résultat avant d'être fière. » Elle avait secoué la tête. « Non, je suis fière maintenant.
Le résultat, c'est du bonus. Avant de monter sur scène, j'ai eu un moment seul dans les coulisses. 2 minutes, peut-être 3. Je me suis appuyée contre le mur froid du couloir et j'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Bernard, comme toujours dans les moments décisifs. Je lui ai parlé en silence, comme je le faisais depuis 9 ans, avec cette habitude bizarre et douce des veufs qui continuent une conversation que la mort a interrompue, mais pas terminée. Je lui ai dit « Tu vois ce que j'ai fait. Tu vois où je suis arrivée. » Il n'a pas répondu, évidemment. Mais il y avait dans ce silence imaginaire quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Ou peut-être que c'était simplement moi qui m'approuvais enfin. Je suis montée sur scène. Les projecteurs étaient chauds, intenses, réduisant la salle à une masse lumineuse indistincte au-delà des premiers rangs. La musique a commencé, un morceau instrumental que j'avais choisi moi-même, sans fioriture, avec un rythme qui portait sans chercher à impressionner. Et j'ai présenté. Chaque position enchaînée avec la précision que des mois de répétition avaient gravée dans mes muscles et dans ma mémoire. Je n'ai pas cherché à sourire de façon forcée, ni à jouer un personnage. J'ai simplement été là, entière, avec ce corps de 60 ans que j'avais construit contre toutes les attentes, les miennes en premier. Le public a réagi. Je l'entendais. Des applaudissements, des encouragements, des sifflements approbateurs qui montèrent de la salle avec une chaleur que je n'avais pas anticipée. Pas parce que j'étais la plus jeune, pas parce que j'étais la plus spectaculaire, mais parce qu'il y a quelque chose dans la présence d'une personne qui a vraiment travaillé, qui a vraiment souffert pour être là, que les gens reconnaissent instinctivement. On ne sait pas toujours pourquoi on applaudit plus fort pour certains. On le sent, c'est tout. Pendant que j'étais sur scène, Amélie était dans les coulisses avec son téléphone. Elle avait pris la photo que nous avions décidé ensemble de publier ce jour-là. Une photo de dos, prise lors d'une séance d'entraînement 3 semaines plus tôt, qui montrait avec une clarté absolue ce que 6 ans de travail avaient reproduit. Les épaules larges et définies, la musculature du dos visible et précise. La posture d'une femme qui ne s'excusait pas d'exister. Nous avions préparé la légende ensemble, Amélie et moi, lors d'une soirée de la semaine précédente, autour d'une tisane dans mon salon. J'avais réécrit plusieurs versions avant de trouver celle qui disait exactement ce que je voulais dire. Ni trop peu. La légende disait « À tous ceux qui ont pensé un jour que je finirais vieille, malade et dépendante, j'ai 60 ans. J'ai choisi d'être forte. Cette image est ma réponse. Je la dédie à toutes les femmes qui ont été réduites à moins que ce qu'elles sont. Il n'est jamais trop tard. » Françoise. Amélie a publié la photo pendant que j'étais encore sur scène. Elle ne m'a rien dit avant. Nous en avions convenu ainsi. Je voulais que la photo existe dans le monde pendant que moi j'étais sous les projecteurs, sans avoir la possibilité de changer d'avis au dernier moment. Les résultats ont été annoncés en début d'après-midi. J'ai terminé première de ma catégorie. Odette, la femme de Grenoble, a terminé deuxième. Elle est venue me féliciter avec une poignée de main ferme et un regard direct qui valait tous les discours. Raphaël n'a rien dit pendant un long moment. Il m'a regardé tenir le trophée et ses yeux brillaient d'une façon qu'il aurait probablement nié si je le lui avais fait remarquer. Puis il a dit, très simplement, « 6 ans. Vous avez tenu 6 ans. Peu de gens en sont capables. » J'ai hoché la tête. Et dans ma tête, sans le dire à voix haute, j'ai ajouté « J'ai tenu parce que j'avais une raison. » Et cette raison avait un visage, une voix et une phrase que je n'oublierai jamais. Le soir, de retour chez moi, j'ai posé le trophée sur l'étagère du salon, à côté de la photo de Bernard. J'ai regardé les 2 objets côte à côte pendant un long moment. Le passé et le présent. Ce que j'avais perdu et ce que j'avais construit. Et pour la première fois depuis très longtemps, ces 2 choses coexistaient en moi, sans se faire de mal. J'ai ouvert mon téléphone. La photo qu'Amélie avait publiée avait été partagée des milliers de fois. Les commentaires s'accumulaient. Des femmes de toute la France, de Belgique, de Suisse, qui écrivaient des choses que je lisais les yeux humides sans chercher à retenir les larmes. Ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Cette émotion sans nom exact qui arrive quand on réalise que quelque chose de privé, de douloureux, de profondément personnel a touché des inconnus d'une façon qu'on n'avait pas planifiée.
Je ne savais pas encore qu'à Paris, dans un petit studio du 18e arrondissement, une autre femme regardait cette même photo. Je ne savais pas encore ce qu'elle ressentait en la lisant. Je ne savais pas encore que dans quelques heures, ma sonnette allait retentir. La sonnette a retenti à 23h17. Je le sais parce que j'avais regardé l'heure quelques minutes avant en me disant que j'allais éteindre les lumières et aller dormir. Une victoire méritait un sommeil décent. J'étais dans mon peignoir, les cheveux encore légèrement humides de la douche, une tisane à la main, assise dans le fauteuil du salon avec mon téléphone posé sur les genoux. Je lisais encore des commentaires sous la photo, des messages de femmes que je ne connaissais pas et qui me disaient des choses que personne ne m'avait dites depuis très longtemps. Que j'étais courageuse, que j'étais inspirante, qu'elles avaient pleuré en lisant la légende. Je ne cherchais pas ces mots, mais je mentirais en disant qu'ils ne me touchaient pas. La sonnette m'a fait sursauter. Un son bref, net, dans le silence de l'appartement. J'ai d'abord pensé à une erreur, un voisin qui se trompait d'étage, une livraison improbable à cette heure. Je me suis levée lentement, j'ai posé la tisane et je suis allée jusqu'à la porte d'entrée. J'ai regardé par l'œil magique et mon cœur a fait quelque chose d'étrange, pas un battement accéléré, pas une montée d'adrénaline. Quelque chose de plus lent, de plus lourd, une reconnaissance, comme quand on voit arriver quelque chose qu'on attendait sans savoir qu'on l'attendait. Élise était sur le palier. Elle portait un manteau sombre boutonné de travers, comme si elle l'avait enfilé en vitesse sans regarder. Ses cheveux étaient défaits. Elle les portait courts maintenant, je les remarquai immédiatement, différents de la façon dont je les avais vus pour la dernière fois 7 ans plus tôt. Elle avait une petite valise à roulettes à ses côtés et un sac à main serré contre elle, comme si elle avait peur qu'on le lui arrache. Son visage, dans la lumière jaunâtre du couloir, avait quelque chose de difficile à définir. Pas exactement de la fatigue, pas exactement de la peur. Quelque chose entre les deux, mêlé à autre chose que je reconnaîtrai plus tard comme de la honte. Je suis restée immobile derrière la porte pendant plusieurs secondes. Je l'ai regardée par l'œil magique sans bouger. Elle ne sonnait pas une deuxième fois. Elle attendait, debout, les yeux baissés vers le sol du couloir. Et dans ces secondes d'immobilité, j'ai traversé intérieurement un territoire que je n'avais pas anticipé. J'aurais pu croire que ce moment serait triomphal, que je ressentirais une satisfaction froide, une forme de revanche silencieuse. Mais ce n'était pas ça. Ce que je ressentais était beaucoup plus compliqué, beaucoup moins propre. C'était de la douleur. Une douleur ancienne et familière, celle d'une mère qui regarde sa fille debout derrière une porte et qui sait que quelque chose s'est cassé entre elles d'une façon qui ne se répare pas entièrement, seulement partiellement, prudemment, avec du temps et de la volonté des deux côtés. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés. 7 ans se tenaient entre nous comme une chose physique, un espace chargé d'air immobile. Élise avait 36 ans maintenant. Elle avait le visage de sa mère, le mien, avec les yeux de Bernard, ce vert grisé qui avait toujours eu le don de me désarmer. Ces yeux-là ne me désarmaient plus de la même façon, mais ils me faisaient encore quelque chose. Ils me feraient toujours quelque chose. C'est ainsi avec les enfants. On peut apprendre à se protéger, mais on ne devient jamais complètement imperméable. Maman. Sa voix était plus basse que dans mon souvenir, moins assurée. Elle avait dit le mot avec une précaution inhabituelle, comme si elle n'était pas certaine qu'il lui appartienne encore. Je me suis écartée de la porte sans répondre. Un geste suffisamment explicite. Elle est entrée. Elle a regardé l'appartement. Le même appartement qu'elle connaissait depuis l'enfance, mais avec des détails qu'elle ne reconnaissait pas. Le trophée sur l'étagère. Le matériel de cuisine différent. Les livres de nutrition et de préparation physique alignés sur une étagère basse. Et puis son regard s'est arrêté sur la photo de Bernard, toujours à la même place, encadrée, avec cette expression calme et un peu amusée qu'il avait dans ses bons jours. Elle a détourné les yeux rapidement. Elle a posé sa valise contre le mur et s'est tournée vers moi avec ce maintien difficile à tenir, droit mais fragile, comme une tige qui résiste au vent mais qu'on sent prête à plier. Je sais que je n'aurais peut-être pas dû venir sans prévenir. J'ai répondu simplement « Non, tu n'aurais pas dû ». Elle a absorbé ça sans broncher.
J'ai vu la photo. Je suis allée dans la cuisine préparer du thé. Pas parce que j'avais soif, parce que j'avais besoin d'occuper mes mains, de mettre quelque chose entre cette conversation et moi, le temps de choisir mes mots avec soin. Elle m'a suivie et s'est assise à la table de la cuisine sans que je le lui propose. Par habitude, probablement par mémoire du corps qui retrouve ses repères anciens, même quand tout le reste a changé. Tout le monde a vu la photo, ai-je dit en allumant la bouilloire. Elle a été partagée des dizaines de milliers de fois. Des femmes m'écrivent de partout. Il y a eu un silence. Puis Élise a dit, d'une voix qui cherchait à rester neutre et n'y parvenait pas tout à fait. « Je ne savais pas que tu faisais ça, la compétition, l'entraînement. » Je lui ai répondu sans me retourner. « Tu ne savais pas parce que tu avais choisi de ne pas savoir. » La porte était fermée des deux côtés, Élise. Tu avais la clé. Un autre silence. Plus long. J'ai entendu le son de ses doigts qui tapotaient légèrement la table, une vieille habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. J'ai des problèmes financiers. Elle l'a dit d'une traite, vite, comme si la vitesse réduisait le poids du mot. Je me suis retournée, je l'ai regardée en face. Je sais. Elle a plissé les yeux légèrement. Comment tu sais? J'ai posé les 2 tasses sur la table et je me suis assise en face d'elle. Parce que j'ai arrêté les virements il y a presque 7 ans. Et parce que je te connais, Élise. Je te connais mieux que tu ne le penses, mieux peut-être que tu ne te connais toi-même. Tu n'aurais pas pris un train de nuit pour Lyon un samedi si quelque chose ne t'y forçait pas. Elle a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Ce que j'avais dit était vrai et elle le savait. Et le savoir lui coûtait visiblement quelque chose. « J'ai honte », a-t-elle dit finalement. Tout doucement. Presque inaudible. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Pas parce que je pensais qu'elle était incapable de honte, mais parce que je n'avais pas imaginé qu'elle le dirait à voix haute, directement, sans l'enrober dans une excuse ou une justification. J'ai gardé le silence. Parce que certaines choses méritent d'être entendues sans être immédiatement répondues. Parce que si je répondais trop vite, je risquais de court-circuiter quelque chose qui avait peut-être mis 7 ans à se former et qui avait besoin d'espace pour exister pleinement. Elle a regardé le trophée depuis la cuisine, visible sur l'étagère du salon. « Tu as gagné. » Ce n'était pas une question. « Oui. » Elle a hoché la tête lentement, comme si cette information s'intégrait à quelque chose de plus large dans sa tête, réorganisait des pièces qu'elle avait agencées d'une certaine façon depuis des années et qui ne tenaient plus dans leur ancienne disposition. « La légende de la photo », a-t-elle dit sans me regarder. « C'était pour moi. Je n'ai pas menti. Entre autres, oui. » Ses mains ont cessé de tapoter la table. « Je pensais que tu finirais par te laisser aller, par avoir besoin de moi. » Je l'ai regardé longuement avant de répondre. « Je sais ce que tu pensais. » Le thé refroidissait dans les tasses. Aucune de nous deux n'y avait touché. Il y avait dans cette cuisine une tension particulière. Pas celle des disputes, pas celle des larmes, mais quelque chose de plus difficile à nommer. La tension de 2 personnes qui savent que ce qu'elles vont dire dans les prochaines minutes va déterminer quelque chose d'important, et qui prennent le temps de mesurer chaque mot avant de le poser sur la table comme on pose une pièce fragile. Dehors, Lyon était silencieuse. Novembre avait éteint les terrasses, vidé les rues, réduit la ville à ce murmure nocturne de circulation lointaine et de vent dans les platanes. Élise avait les yeux posés sur ses mains. Elle les regardait comme si elle les découvrait. Ses mains qu'elle reconnaissait et qui lui semblaient étrangères dans ce contexte, dans cette cuisine, face à cette femme qui était sa mère et qui n'était plus tout à fait celle qu'elle croyait connaître. Elle a relevé la tête lentement. « Tu ne m'as jamais coupé les vivres complètement, même après ce que j'ai dit. » Je l'ai regardée. « Non, je ne l'ai pas fait immédiatement. » Elle a attendu la suite. J'ai mis 2 mois, et pendant ces 2 mois, j'ai beaucoup réfléchi. Pas à toi, à moi. À ce que j'acceptais. À ce que j'avais laissé s'installer. Elle a hoché la tête imperceptiblement. Et qu'est-ce que tu avais laissé s'installer? C'était une vraie question. Pas rhétorique, pas défensive. Une vraie question, posée avec une sincérité inhabituelle qui m'a prise au dépourvu une fraction de seconde. J'ai répondu avec la même sincérité.
J'avais laissé ta culpabilité devenir la mienne. Chaque fois que tu me disais que j'étais responsable de quelque chose, la mort de ton père, tes échecs, tes relations, je commençais par résister. Et puis, à force, une partie de moi cherchait dans nos souvenirs communs la preuve que tu avais raison. Parce que c'est plus facile de se croire coupable que d'accepter que quelqu'un qu'on aime nous fait du mal délibérément. Élise a eu un mouvement bref, pas tout à fait un tressaillement, quelque chose de plus intérieur. « Je ne pensais pas que c'était délibéré », a-t-elle dit à voix basse. « Je le pensais vraiment, à l'époque. »« Je sais », ai-je répondu, et c'était vrai. C'était peut-être la chose la plus difficile à intégrer dans toute cette histoire. Non pas qu'Élise avait menti, mais qu'elle avait cru à ses propres accusations. La douleur du deuil avait cherché une cause, et j'étais là, disponible, familière, suffisamment proche pour absorber tout ce qui ne pouvait pas aller ailleurs. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une explication. Et les explications, même incomplètes, permettent parfois de comprendre sans pour autant absoudre. « Papa est mort d'un infarctus génétique », a dit Élise. Elle le disait comme si elle l'énonçait pour la première fois à voix haute, comme si ces mots, qu'elle avait certainement lus dans les rapports médicaux, qu'elle avait certainement entendus des médecins, n'avaient jamais vraiment traversé la surface de quelque chose en elle avant ce moment précis dans cette cuisine. « Oui », ai-je dit simplement, « ce n'était pas ta faute. » Sa voix s'était fissurée légèrement sur le dernier mot. Pas beaucoup, juste assez pour que je l'entende. J'ai gardé le silence, parce que ce n'était pas à moi de remplir cet espace. C'était à elle. Elle a mis du temps. Plusieurs secondes qui semblaient plus longues qu'elles n'étaient. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, avec cette voix cassée d'une personne qui lâche quelque chose qu'elle a porté trop longtemps dans un endroit trop étroit. J'avais tellement peur que ce soit ma faute à moi, que les disputes que j'avais avec lui, les déceptions que je lui causais, que tout ça l'ait épuisé. Alors j'ai préféré que ce soit ta faute. Le silence qui a suivi était d'une qualité différente des silences précédents, plus vaste, comme si quelque chose s'était ouvert dans la pièce. J'ai senti quelque chose monter dans ma gorge, pas des larmes exactement, quelque chose de plus complexe, une douleur ancienne qui se déplaçait. Élise, elle a levé les yeux. Tu n'as pas tué ton père, je n'ai pas tué ton père. Ton père est mort parce que son cœur avait une fragilité que personne ne connaissait et que rien n'aurait pu prévenir. Et tu as passé 7 ans à porter une culpabilité qui n'était pas la tienne en la déposant sur moi, parce que c'était la seule façon que tu avais trouvée de ne pas t'effondrer. Elle ne répondait pas. Ses yeux brillaient. Elle luttait. Je la connaissais assez pour voir ce combat intérieur, cette résistance à laisser tomber quelque chose qui vous a servi d'armure, même quand l'armure vous blessait vous-même à l'intérieur. « J'ai dit des choses horribles », a-t-elle finalement articulé. Ce soir-là, des choses qu'une fille ne devrait jamais dire à sa mère. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai repensé à ce soir de novembre 2017, à la porte qui claquait, aux mots qui étaient restés dans l'air de cet appartement longtemps après qu'elle soit partie. Vieille, malade, fardeau. Je ne lui allais pas mentir en disant que ces mots n'avaient pas fait de dégâts. Ils en avaient fait. Des dégâts réels, profonds, qui avaient mis du temps à cicatriser et qui avaient laissé quelque chose. Pas une plaie ouverte, mais une marque. « Tu as dit des choses horribles », ai-je confirmé. « Et tu les as dites en sachant qu'elles feraient mal. C'est la vérité. » Elle a baissé les yeux. « Oui, mais je ne suis pas venue ici ce soir pour entendre des excuses, Élise. » Elle a relevé la tête, surprise. « Je ne t'ai pas attendue pendant 7 ans pour une nuit de larmes et de pardon qui règle tout d'un coup. La vie ne fonctionne pas ainsi. Les relations ne fonctionnent pas ainsi. Ce qui s'est passé entre nous a une durée, une profondeur, une réalité que 2 heures dans une cuisine ne peuvent pas effacer. » Elle écoutait avec une attention totale. « Alors qu'est-ce que tu attends de moi ?» a-t-elle demandé. Sa voix était différente maintenant, plus nue, débarrassée de cette couche défensive qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait dû finir par oublier qu'elle était là. « Rien ce soir, » ai-je répondu. « Ce soir, tu vas dormir dans ta chambre. Elle est telle que tu l'as laissée, ou presque. Demain matin, on se lève tôt, on prend un café et on parle. Vraiment. De tes dettes, de ta situation, de ce que tu veux faire de ta vie. Et de nous deux,
de ce qu'il est possible de reconstruire et de ce qui ne l'est plus. Elle a regardé le couloir qui menait à sa chambre d'enfance. Tu n'as pas changé la chambre. Ce n'était pas une question. Non. Elle a dégluti. Pourquoi? J'ai réfléchi un instant. La vraie réponse était compliquée. Une combinaison de paresse, de sentiments, d'espoir que je n'avais jamais tout à fait abandonné et que je ne voulais pas encore nommer à voix haute. Parce que je n'avais pas décidé ce que j'en ferais, ai-je dit. C'était suffisamment vrai. Elle s'est levée. Elle a pris sa valise. Elle s'est arrêtée dans l'entrée du couloir et s'est retournée une dernière fois. Maman. Je l'ai regardée. Je suis désolée. Elle le disait différemment de tout à l'heure, pas avec la voix cassée de quelqu'un qui lâche une culpabilité trop lourde, mais avec la voix claire et directe de quelqu'un qui assume. Je lui ai répondu d'un hochement de tête. Pas un sourire, pas encore, mais un hochement de tête qui voulait dire « j'ai entendu ». Et entendre, pour ce soir, c'était suffisant. Elle a disparu dans le couloir. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer doucement, sans claquer cette fois. Je suis restée assise à la table de la cuisine avec les 2 tasses de thé froid devant moi. J'ai regardé le trophée visible depuis ma chaise. J'ai regardé la photo de Bernard. Et j'ai pensé à demain matin, à ce que j'allais lui dire, à ce que j'avais préparé, pas dans ma tête ce soir, mais au cours des mois précédents, dans ces longues heures d'entraînement où le corps travaille et où l'esprit, libéré des distractions quotidiennes, réfléchit avec une clarté inhabituelle. J'avais su quelque part que ce moment viendrait. Je n'avais pas su quand, mais je savais ce que je dirais quand il arriverait. Je me suis levée à 5h30. Avant Élise, avant le soleil, avant tout. J'avais besoin de ce temps pour moi, de cette heure silencieuse où l'appartement m'appartenait entièrement, où je pouvais rassembler mes pensées sans les partager avec personne. J'ai préparé le café, j'ai mis la table avec soin, pas de façon cérémonielle, mais avec cette attention aux détails qui dit à quelqu'un, sans un mot, que sa présence a été anticipée. 2 tasses. Du pain que j'avais acheté la veille chez le boulanger du coin. Du beurre. De la confiture de figues que Bernard adorait et que je continuais à acheter par habitude, ou peut-être par fidélité à quelque chose que je n'arrivais pas encore à lâcher complètement. Élise est apparue dans le couloir à 7h moins 10. Elle avait dormi, je le voyais à son visage légèrement gonflé, à ses yeux encore lourds. Elle portait un pull que je reconnaissais, un vieux pull bordeaux qu'elle avait laissé ici des années avant notre rupture, qu'elle avait trouvé dans l'armoire de sa chambre et enfilé sans y penser, par réflexe. Ce détail m'a fait quelque chose. La voir dans ce pull, dans cette cuisine, avec cette odeur de café entre nous, comme si les années pouvaient se replier sur elles-mêmes et redevenir quelque chose de plus simple. Mais les années ne se replient pas. Elles s'accumulent. Et c'est bien ainsi. Elle s'est assise. Elle a regardé la table préparée et quelque chose a traversé son visage. Une émotion brève, qu'elle a retenue aussitôt. « Tu as fait du café ?» Je lui ai répondu sans ironie. « Je fais du café tous les matins depuis 50 ans. Ce n'est pas pour toi. » Elle a souri légèrement, un sourire petit, prudent, le sourire de quelqu'un qui ne sait pas encore si elle a le droit de sourire. Nous avons bu en silence pendant quelques minutes. Ce silence-là était différent de tous ceux de la veille. Moins chargé, plus honnête. Le silence de 2 personnes qui partagent un espace sans avoir encore décidé comment le remplir. C'est moi qui ai parlé en premier. Je veux te dire quelque chose avant qu'on parle de ta situation financière, avant qu'on parle de quoi que ce soit de pratique. Elle a posé sa tasse. Elle m'écoutait. Pendant 7 ans, j'ai payé ton loyer, ta voiture, tes études et tout ce que tu demandais en plus. Tu le savais? Tu me l'as dit toi-même. Ce soir de novembre 2017, en partant. Tu savais que c'était moi, et tu prenais quand même, parce que tu estimais que tu me devais rien et que moi, je te devais tout. Elle n'a pas détourné les yeux. Elle absorbait. Ce que je veux que tu comprennes, Élise. Pas que tu l'acceptes, parce que je te le demande, mais que tu le comprennes vraiment. C'est que cet argent ne venait pas d'une mère coupable qui cherchait à acheter le pardon. Il venait d'une mère qui aimait sa fille, même quand cette fille lui disait qu'elle était un fardeau.
Sa mâchoire s'est serrée légèrement. Elle se contenait. Et ce que je veux aussi que tu comprennes, c'est pourquoi j'ai arrêté. Pas pour te punir, pas pour me venger. J'ai arrêté parce que je t'ai rendu un mauvais service pendant 7 ans. En payant pour toi, en absorbant les conséquences de tes choix, je t'ai privé de quelque chose d'essentiel. Je t'ai privé de la nécessité. Et sans nécessité, les gens ne grandissent pas. Ils restent dans un confort qui ressemble à la vie, mais qui n'en est pas une. Le silence qui a suivi était long et plein. Élise regardait la table. Ses doigts entouraient la tasse de café avec une pression légèrement excessive. Ce geste qu'elle avait depuis l'enfance quand elle cherchait à se contenir. « J'ai 36 ans », a-t-elle dit finalement. « Et je n'ai rien. » Ce n'était pas une plainte. C'était un constat, dur, nu, sans fioriture. Le genre de constat qu'on ne peut formuler qu'après une nuit à dormir dans sa chambre d'enfance avec le poids de tout ce qu'on a raté posé sur la poitrine. « Tu as une formation en droit », ai-je répondu. « Tu as une intelligence que je t'ai vue utiliser de façon destructrice pendant des années et que tu n'as jamais vraiment mise au service de quelque chose de constructif. Et tu as une mère qui a une entreprise. » Elle a levé les yeux. « Je ne vais pas te donner de l'argent, Élise, ni payer tes dettes, ni te trouver un appartement. Ce temps-là est terminé. » Sa respiration s'est légèrement modifiée. « Ce que je vais faire, si tu le veux, et c'est une condition, pas une proposition négociable, c'est te donner un travail, un vrai poste dans mon entreprise, avec un vrai salaire, des vraies responsabilités et de vraies conséquences si tu ne tiens pas tes engagements. » Elle a gardé le silence un long moment. Dehors, le soleil de novembre commençait à toucher les toits de Lyon avec cette lumière rasante et dorée qui ne dure jamais très longtemps. Je la regardais réfléchir. Je voyais le débat intérieur sur son visage. Cet orgueil qui avait été sa colonne vertébrale pendant des années et qui cherchait maintenant une façon de plier sans se briser. « Et mes dettes ?» a-t-elle demandé. « Tes dettes sont les tiennes. Tu les paieras avec ton salaire. Ça prendra du temps, peut-être 2 ans, peut-être 3, mais chaque euro que tu rembourseras aura une valeur que l'argent que tu recevais de moi n'avait jamais. » Elle a fermé les yeux brièvement. « Tu sais que c'est difficile ce que tu me demandes. » J'ai répondu sans douceur excessive mais sans dureté. « Je sais, c'est pour ça que c'est la bonne chose. » Un long silence. Puis, « Et nous deux? Si je travaille dans ton entreprise, comment ça se passe entre nous ?» C'était la vraie question, celle qui comptait, celle qui était sous toutes les autres depuis le moment où j'avais ouvert cette porte la veille au soir. Entre nous, ça se construit, lentement, avec précaution. Tu ne peux pas revenir dans ma vie comme si 7 ans n'avaient pas existé. Moi non plus, je ne peux pas faire semblant. Ce que tu m'as dit ce soir de novembre 2017, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'oublierai probablement jamais. Mais je peux choisir ce que j'en fais. Et j'ai choisi de ne pas le laisser définir le reste de ma vie, ni le reste de notre relation, si on décide qu'il y en a une à reconstruire. Élise a posé les 2 mains à plat sur la table. Un geste que je lui avais vu faire une fois, un seul, des années avant. Le jour où, à 19 ans, elle m'avait annoncé qu'elle voulait faire des études de droit alors que tout le monde lui conseillait autre chose. Un geste de décision, de quelqu'un qui cesse de peser et commence à choisir. « D'accord », a-t-elle dit, un seul mot, mais avec un poids que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis très longtemps, le poids de quelqu'un qui parle pour de vrai. 3 semaines plus tard, Élise entrait dans les locaux de mon entreprise pour la première fois en tant qu'employée. Elle portait une veste que je ne lui avais pas vue, achetée avec les derniers euros d'une carte de crédit. J'apprendrai plus tard. Elle serrait son badge avec une main légèrement crispée. Amélie l'a accueillie avec ce naturel chaleureux qu'elle avait pour tout le monde, sans excès, sans condescendance. Les collègues ne savaient pas qui elle était par rapport à moi. Je l'avais voulu ainsi. Elle ne bénéficierait d'aucun traitement particulier, ni en sa faveur, ni contre elle. Elle serait évaluée sur ce qu'elle ferait. Le 1er mois a été difficile. Elle n'avait pas l'habitude de la régularité, des horaires, de la hiérarchie. Plusieurs fois, j'ai senti dans son attitude cette tension ancienne, cette façon qu'elle avait de se cabrer devant l'autorité, de résister à ce qu'elle ne contrôlait pas. Mais elle tenait. Elle venait chaque matin, elle faisait son travail,
Et progressivement, quelque chose changeait dans sa façon d'être présente. Moins défensive, plus attentive, avec des éclairs de cette intelligence que j'avais toujours su qu'elle avait et qu'elle gaspillait depuis des années. Un soir de décembre 2024, elle est passée devant mon bureau et a frappé légèrement à la porte ouverte. Je levai les yeux de mes dossiers. Je voulais juste dire, elle a hésité. J'ai reçu ma première fiche de paie aujourd'hui. Je l'ai regardée. Et elle a eu ce petit sourire prudent que je commençais à reconnaître, différent de tous ceux que je lui avais connus, moins brillant, moins calculé, plus réel. Et ça fait quelque chose, de l'avoir gagné. J'ai répondu simplement « Je sais ». Elle a hoché la tête et elle était repartie vers son bureau. Je me suis retourné vers ma fenêtre. Lyon s'étendait dans le froid de décembre, les lumières de la ville qui commençaient à briller dans le crépuscule précoce. J'ai pensé à Bernard. J'ai pensé à cette nuit de novembre 2017 et à tout ce qui s'était construit sur les ruines de cette nuit-là. Un corps que personne n'attendait, un trophée sur une étagère, une fille qui apprenait ce que l'argent gagné veut dire. Et moi, Françoise, 60 ans, debout, entière, sans excuses et sans regrets superflus. La femme que personne n'avait vue venir. Pas même moi.